Bonsoir Woodland. Content de vous voir aussi. Je suis en compagnie aujourd'hui de Monsieur Sadek Salem. Donc c'est un historien très réputé, un historien algérien, reconnu notamment pour ses qualités d'historien de l'islam contemporain, de la colonisation, de la décolonisation. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir avec nous quelqu'un qui peut vraiment nous apprendre énormément de choses sur parfois des intellectuels maghrébins, musulmans, qu'on a peu entendus, qu'on ne connaît pas, qui sont parfois passés dans l'oubli. Et donc aujourd'hui, je suis avec Sadak Salem. Salam alaikum. Salam. Alors, Monsieur Salam, aujourd'hui, je voulais vous inviter pour discuter de Monsieur Mohamed Tazrout. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui est ce personnage? C'est un personnage qui a un parcours exceptionnel et une œuvre considérable, mais malgré ça, il a été oublié comme beaucoup d'autres. Et on peut être utile pour ceux qui veulent sortir un peu des sentiers battus et de ne pas céder aux modes imposés par l'actualité, et d'inviter les gens à réfléchir sur l'histoire intellectuelle de l'islam en France, qui est une histoire très longue, très riche, mais complètement oubliée pour des raisons qui seraient difficiles à exposer. Et Mohamed Tazrout, son parcours est très intéressant parce qu'il nous ramène à la période coloniale jusqu'à la décolonisation. Il a vécu ce qu'on a appelé une situation coloniale, qui est quelque chose de très spécifique. Ce n'est pas la même chose que la lutte des classes, ou l'oppression, ou le féminisme, ou la classe ouvrière. À l'époque, on a des sociologues qui ont dit qu'il faut aborder les situations coloniales de manière indépendante. Ça mérite un traitement à part. Or, Mohamed Tazrout nous amène à nous souvenir de ce qu'était une situation coloniale, parce qu'il l'a vécu, et ça a été déterminant dans ses choix et dans son parcours. Alors, il était né en 1893 en Grande Kabylie, dans une famille qui avait appauvri, comme toutes les familles expropriées après l'insurrection, la répression terrible de l'insurrection de Mokhrani de 1871, mais qui a gardé le sens du souvenir et le goût de l'instruction, à commencer par l'école coranique, il a appris le Coran à la maison, par son père ou son oncle. Son père était religieux, je crois. Une famille très religieuse, mais c'est soit son père, soit son oncle, qui lui a appris le Coran. Et ensuite, il y a l'école communale. La Kabylie était mieux traitée que le reste de l'Algérie, non pas pour instruire les colonisés kabyles, mais parce qu'il y avait une compétition entre les Pères Blancs et l'école de Jules Ferry. D'accord, c'est intéressant ça. Je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas. Jules Ferry a ordonné l'ouverture de 8 ou 6, en tout cas on n'a ouvert que 6 écoles ministérielles. Parce qu'il voulait une dizaine, mais les colons révisaient en baisse. Et c'est pas du tout, parce qu'à l'époque, au moment de la loi Jules Ferry, le Conseil supérieur de l'Algérie a refusé de voter les budgets, avec comme explication inoubliable, on ne dépense pas l'argent des contribuables pour instruire cette foule de gueux. Incroyable. Alors que l'Algérie, c'était 3 départements français où les lois scolaires s'appliquaient. Eh bien non. Alors imaginons ce qu'aurait été l'Algérie si on avait appliqué les lois de Jules Ferry. Or la Kabylie a été bien lotie parce qu'il y avait des écoles de Pères Blancs. Donc les Pères Blancs, qu'est-ce que c'était exactement? Les Pères Blancs, c'était un ordre religieux. D'accord. Qui avait comme objectif affiché et non dissimulé de convertir les indigènes.
C'était D'accord. l'époque du cardinal de la Vigerie, D'accord. qui a donné son nom à un quartier de la banlieue d'Alger. Et c'est en cela que Tazrout a été un peu privilégié par rapport aux autres régions d'Algérie. Les Aurès, par exemple, on a sur un rayon de 100 km avec 0 école publique. Ah oui, 0 école. Oui. Et comment en fait les gens ne pouvaient pas aller à l'école du tout donc? Pas du tout, jusqu'à la guerre d'indépendance. D'accord. On a même un autre cas, là, on ouvre une parenthèse. On a un officier algérien de l'armée française à la retraite, qui était dans le sud-ouest algérien, du côté d'Aflou, c'est un peu la porte du désert. Et l'administration a interrompu le versement des allocations familiales à ses enfants, au motif qu'il les a scolarisés dans une école des ulama, de l'association des ulama. Et voilà, algérien, non? Oui, l'association des ulama, qui avait un réseau de à peu près 200 établissements pour remédier à la déscolarisation, qui était un choix de l'administration coloniale. Or, l'officier ne se laissait pas faire, il a alerté quelqu'un qui plaidait ces questions. Il était au Conseil de la République, qui s'appelait Ahmed Boumendjel, auquel j'ai consacré un livre. Ahmed Boumendjel. Et Boumendjel l'a enquêté, et il a trouvé que sur un rayon de 100 km dans le sud-ouest algérien, il n'y avait pas d'école française. Et l'école la plus proche, c'était les ulama. Et l'administration a sanctionné les parents en interrompant le versement des allocations familiales uniquement parce que les enfants ont été à une école qui était mal vue et qui n'était pas interdite. Le pluralisme scolaire s'appliquait à l'Algérie, même si on voulait créer des difficultés supplémentaires. Et c'était en 1951 et non pas 1851. Donc on est à 3 ans de la guerre de libération, et sur 100 km, il n'y avait pas d'école française. C'est incroyable, ouais. Oui. C'était la volonté de laisser la population dans l'analphabétisme. Oui, et il se trouve de brillants historiens et historiennes qui continuent à dire que c'est à cause du refus scolaire des familles musulmanes que la France n'a pas ouvert d'école. C'est une plaisanterie. Il y avait un refus scolaire au début, quand il n'y avait que des écoles unilingues françaises, mais Napoléon III a écouté son conseiller arabisant musulman Ismaël Urbain, et il a ouvert des écoles arabes-français. On avait une demi-journée d'arabe, une demi-journée de français. Toutes les familles ont inscrit leurs enfants. Parce qu'il disait, nous voulons que l'arabe soit enseigné aussi. Et donc un siècle et demi après, on a encore des gens du CNRS et d'ailleurs qui trouvent des circonstances atténuantes au colonialisme en incriminant l'islam. L'islam a bon dos. Bien sûr, bien oui. sûr. Bon. Et donc, Tazrout a eu cette chance d'apprendre le Coran et d'avoir été un très brillant élève de l'école communale de la région de... Lui, c'est la commune mixte d'Azazga. Azazga. Oui. Donc c'est En Grande Kabylie. Grande Kabylie. Et puis après, il choisit d'entrer à l'école normale de formation d'instituteur de Bouzadéa. D'accord. Et là aussi, il faut s'arrêter un moment pour expliquer ce qu'était une situation coloniale en matière scolaire. Ah oui, c'est intéressant, c'est vrai. On l'appelle l'ENS, École normale supérieure de formation d'instituteurs. Mais du temps de Tazrout, il y avait l'école normale pour les Européens, qui étaient instituteurs à part entière, et les musulmans naturalisés, ce qui était très mal vu. Mais les indigènes non naturalisés étaient admis dans le cours normal, qui formait des instituteurs adjoints pour école indigène. Donc Tazrout est un indigène qui est passé par un cours normal pour indigènes et il a été affecté dans une école indigène. D'accord. Donc il a progressé sous le signe des discriminations. Et il y avait un problème de rémunération. On a des gens qui sortent la même année
l'un de l'école normale, l'autre du cours normal, eh ben, le diplômé de l'école normale gagnait 33% de plus. On appelait ça le tiers colonial. L'instituteur indigène ou adjoint avait son salaire amputé du tiers. On l'appelait le tiers colonial. Ah, incroyable, incroyable. Oui. Et donc, lui, il a très mal vécu ces discriminations. Il a fait très rapidement, il a enseigné 1 an à Thnit el-Had, à l'ouest d'Alger, dans le Ouarsenis. Et il avait comme directeur d'une école indigène un Européen qui était très raciste. Et donc, il abandonne l'enseignement en 1913. Il a enseigné 1 an, l'année 1912-1913. Après, on a un trou de 5-6 mois dans son parcours, mais on apprend qu'il a pris un engagement dans les tirailleurs algériens en 1914, à Alger, Maison Carrée, je crois, et c'était juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Donc il est amené en France avec les bataillons et régiments de tirailleurs algériens, et il est blessé à la bataille de Charleroi, en Belgique, et enfermé au camp du Croissant, en Allemagne. Le camp du Croissant était célèbre, on enfermait les prisonniers musulmans, et on faisait venir une sorte de prédicateurs, des propagandistes, notamment l'émir Ali, qui était général, le fils de l'émir Abdelkader, qui était général dans l'armée ottomane, et l'Empire ottoman était l'allié des... Oui, c'était avec les Allemands, ouais. Oui. Et ce qui fait qu'au moment de l'échange de prisonniers en 1917, dont bénéficie Tazrout, on l'a longuement interrogé dans son interrogatoire, il est aux archives militaires, sur ce qui se passait au camp du Croissant. Il y avait 3000 détenus. 3000 détenus. Oui. Notamment, on les interrogeait sur la vie musulmane en France. Parce que c'est des gens qui venaient par le port de Sète ou de Marseille, ils montaient au front jusque dans les Ardennes, en Lorraine, en Alsace. On leur posait la question en Allemagne, avez-vous vu des mosquées en France? Ils disent jamais, on a eu des difficultés à faire la prière. Et on leur faisait visiter une mosquée dans la banlieue de Berlin qui datait de l'époque de Goethe. Donc en fait, du côté allemand, il y avait des mosquées, une certaine Côté liberté de français, culte. non. Oui. Côté français, rien. Oui. Et en fait, donc les prisonniers étaient choqués de voir... les Français étaient convaincus très rapidement que l'Allemagne respectait l'islam mieux que la France. Incroyable. Et c'est ce qui a été à l'origine de la mosquée de Paris. D'accord. Oui. Parce qu'on libérait les soldats algériens, ils rentraient dans leur douar et ils répétaient l'impression, la première, la plus importante. Il n'y a pas de mosquée en France, mais il y en a en Allemagne. Et donc il y avait les rapports des administrateurs de communes mixtes qui entendaient ça régulièrement dans les cafés, et c'est remonté jusqu'au bureau de Lyautey, qui était ministre de la Guerre. Or, tout le monde était contre le projet de mosquée, tout le monde. Et Lyautey a dit non, il faut rattraper ce retard. Il y avait une mosquée de Woking à côté de Londres depuis 1895. La mosquée du côté de Berlin, c'était du temps de Goethe, très ancienne. Et donc, c'est à partir de cette comparaison, cette argumentation, que Lyautey a fait passer in extremis le projet de mosquée. Et donc, ils ont lancé le projet de mosquée de Paris. Oui, d'accord, c'est intéressant. Qui était en souffrance depuis 1846. 1846. Même avant. Incroyable. Et donc, l'état-major était très curieux. Il savait qu'il se passait des choses au camp du Croissant. Et Tazrout a été interrogé longuement là-dessus, au moment où il a fait l'objet d'un échange de prisonniers, et les prisonniers étaient admis en Suisse. D'accord. Et l'attaché militaire français donc en Suisse lui versait sa solde. Or, lui, il était le seul rescapé de la compagnie. Ah oui. Et donc, il a dit, vous étiez quoi? J'étais sergent-chef sanitaire, visiblement infirmier. Donc, il lui donnait une solde de sergent-chef.
Mais immédiatement après sa libération, il a demandé l'autorisation de s'inscrire à l'université de Lausanne. Donc lui, il voulait reprendre ses études. Oui. Et il a appris l'allemand dans le Conte du Croissant. En fait, Oui, en tant que prisonnier, oui. pendant sa détention, Oui, il a appris oui, l'allemand. oui. Moi, j'ai vu son rapport, le lieutenant qui ne l'aimait pas, parce qu'il a choisi d'étudier l'allemand. Il a dit très doué pour l'apprentissage des langues. Parce que pour apprendre une langue vivante, il fallait apprendre le grec et le latin, plus l'arabe. Ah oui. Il les maîtrisait déjà. Ah oui, oui. Oui, peut-être qu'il a dû apprendre l'hébreu, parce qu'il a des citations de... Ah, donc il connaissait énormément de très, langues. très doué pour les langues. Et alors, il a eu un premier conflit, c'est quand l'attaché militaire lui a dit « Qu'est-ce que vous allez étudier à Lausanne ?» Il lui a dit l'allemand. Il lui a dit « Non, je vous interdis, c'est la langue de vos ennemis, de nos ennemis. » Ah oui. Donc, ce lieutenant au capitaine ne connaissait pas le hadith du prophète, qui dit apprendre la langue de l'ennemi, ça peut être utile. Et donc, il progresse dans l'étude de l'allemand, et à la fin de la guerre... il apprend quand même l'allemand, donc. Ah, non, il rentrait du Conte du Croissant avec une... De toute façon, il parlait couramment l'allemand. Après, Incroyable. il a étudié la littérature, les subtilités de la grammaire allemande, qui est compliquée aussi. Mais il a eu une permission de 1917 où il est parti en Vendée, à La Roche-sur-Yon, où il s'est marié. D'accord. Il s'est marié à une institutrice. Et après la guerre, très rapidement, il obtient une licence à l'université de Strasbourg, puis de Poitiers, ce qui le rapproche un peu de La Roche-sur-Yon. Et alors, on sait qu'il s'est présenté à l'agrégation d'allemand. Il était admissible à l'écrit et il n'a pas voulu passer l'oral. Ah bon? Oui. On n'a jamais su. Sans doute qu'il s'attendait à des discriminations. Il était traumatisé par le souvenir du directeur d'école raciste. Ouais, bien sûr. Il a dû se dire qu'il n'est pas le seul dans les parages. Et il aurait pu avoir puisqu'il a montré qu'il était un très grand germaniste. Et donc il commence à enseigner en 1924, donc dans des villes de province. Il a enseigné à Angoulême, à La Roche-sur-Yon, je crois, à La Rochelle. Et puis on a les dates à partir du moment où il a commencé à publier la traduction du Déclin de l'Occident, d'Oswald Spengler. C'était un livre... Un livre énorme, hein? Un livre qui était très, très lu à l'époque. Et lui, alors on a le premier volume dans sa préface de 1931, signé de La Roche-sur-Yon, le deuxième volume de Nantes. D'accord. Il a commencé au collège, puis dans un lycée de Nantes, et puis après à Paris, très rapidement. Alors, sa femme l'a suivi, elle est restée institutrice, mais lui était ambitieux, puis il apprenait, c'était un homme d'études, très curieux, il voulait tout apprendre. Et alors il mettait M. Talsroth. Jusqu'à maintenant, les lecteurs de sa traduction de Spengler ne savaient pas. S'il avait mis Mohan, on l'aurait situé dans sa communauté. Oui, c'est vrai qu'il ne savait pas son origine finalement. Non, il l'a dissimulé. Parce que Spengler, il était lu par tout le monde ou... Par tout le monde, parce que ça fait... C'est un best-seller, hein. Oui, Spengler, il est très contesté maintenant, mais Spengler a développé une idée qui est dans le Coran. C'est la civilisation qui ne dure pas indéfiniment. Il n'y a pas de perpétuum mobile, comme on dit en mécanique, en histoire. Mais il a dit, maintenant que c'est ces grandes puissances qui veulent civiliser les autres peuples qui s'entretuent, c'est le début de la fin de la civilisation occidentale. Et c'est un thème qui était cher à Toynbee aussi par la suite. Et lui... Excusez-moi, est-ce qu'on sait pourquoi il a choisi de traduire Spengler et pas un autre?
Spengler, parce il était à la mode à l'époque. Ah, d'accord. Il voulait rendre service à ses collègues D'accord. qui disent, on a lu dans un journal allemand, il dit, je vais le rendre à la disposition de tout le monde. Ah oui, pour tous les Français. Quoi. Oui, oui. Et ça s'est réédité jusqu'à récemment, chez Gallimard. D'accord, incroyable. Oui. Mais il a continué. Alors, maintenant, quelqu'un qui a réussi le CAPES ou l'agrégation, il se prépare à acheter un pavillon, il prépare sa retraite, il fait son cours, le minimum syndical. Mais Tasrout, non, il était insatisfait. Continuellement en train de. Oui, il avait ce qu'on appelait à l'époque la rage laïque de comprendre. C'est une formule qu'utilisait beaucoup Massignon. Et alors, il est devenu l'un des meilleurs connaisseurs de l'Allemagne. Il ne se contentait pas de la langue. Lui, l'Allemagne, c'est une culture, c'est une philosophie, c'est une littérature, c'est une civilisation. Il était spécialiste de tout ça. Et à tel point que la prestigieuse revue internationale de sociologie lui a confié la rubrique concernant l'Allemagne. D'accord. Alors, on a ici une bibliographie en allemand. Malheureusement, je ne lis pas l'allemand, mais on a des articles et des études en allemand. D'accord, donc là, oui, c'est vraiment un... Dans la revue des archives de sociologie, Revue internationale de sociologie, Paris, puis à Berlin, à New York, à Cologne. Incroyable. En allemand que je n'arrive pas à lire. Donc c'était, en arabe on dit katoub. Katoub. Kataba yaktubu, katoub c'est un superlatif. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui écrit beaucoup. Et pour qui l'acte d'écrire était plus facile. Et là, ça l'a amené, il se contente... L'Allemagne, c'était vraiment sa spécialité. Et on a des orientalistes arabisants de l'époque qui publiaient assez souvent dans la Revue internationale de sociologie. Par exemple, Godefroy de Montbine, Louis Massignon, quelques autres. Mais lui, il ne s'intéressait pas. Lui, c'est l'Allemagne. Il voulait vraiment maîtriser son sujet. Mais en 1936, il publie L'État de demain. Donc là, il politologue. Il parle de quoi, ce livre? C'est un livre une méthode de gouvernement. Ah, d'accord. La plus démocratique. Il n'était pas satisfait des institutions de la Troisième République. C'est un livre, un ijtihad. Il y a un auteur algérien qui l'a appelé un néo-ijtihadiste. D'accord. Ijtihad au sens large, c'est pas bien sûr. C'est pas le malikisme, le hanbalisme. Oui. L'ijtihad, c'est la réflexion. C'est remettre tout en cause et puis reconstruire un système de pensée. Mais son travail sur l'Allemagne, il l'a résumé à partir du début de la guerre mondiale dans 3 volumes qui intitulés Les éducateurs sociaux de l'Allemagne moderne. Et donc il a un premier volume, c'est l'éducation idéaliste. Le 3e, c'est l'éducation vitaliste. Et le dernier, le 3e, c'est critique de l'éducation allemande de Kant à Hitler. Donc, c'est presque un parchemin là, que vous avez là. Ah oui, ça, je l'ai eu parce qu'il est très vieux. Et puis la dédicace, c'est pour son fils Henri. D'accord. Son fils s'appelait Henri. S'appelait Henri, oui. Il avait 2 filles, Jacqueline et Elisabeth. Voilà. À mon fils bien-aimé, Henri Tasrout. On sait qu'il a fait l'école polytechnique, il a travaillé dans les télécommunications, puis disparu complètement. Incroyable. Donc c'est un cas d'assimilation familiale, professionnelle. Oui, en fait, justement, on a passé vite là-dessus, mais il s'est marié donc, avec une femme française, donc une institutrice, et finalement, avec cette femme, je crois qu'elle s'appelle Angèle Fouché, j'ai noté, oui. Il a 3 enfants, et il leur donne des prénoms chrétiens. C'est l'assimilation totale. Il a joué la carte de l'assimilation. Donc lui, par mariage, par profession, Lui, il était dans une démarche au départ assimilationniste. Il était assimilationniste jusqu'à la guerre d'Algérie. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai cru comprendre que lui, il avait fait le choix de prendre la nationalité française. On n'en a pas parlé au début. Ça lui a valu une rupture avec sa famille. Sa famille l'a renié. Oui, parce qu'on n'admettait pas
À ce l'époque, qu'on oui. appelle la citoyenneté dans le statut. Il a fallu attendre 1947. Donc, mais à l'époque, la naturalisation, c'est la rupture avec l'islam, et les familles étaient endeuillées. Ils considéraient ça comme une apostasie. D'accord. Oui. Donc, donc lui, Et ça lui a valu 40 ans de rupture avec sa famille. pendant 40 ans, sa famille... Il est venu en 1914, il est rentré en Kabylie qu'en 1953. Incroyable. De toute façon, on va revenir dessus après. Et donc, après avoir donc il écrit ses articles dans des revues sociologiques, etc. Donc, il devient quand même respecté. Ah, il est Voilà, c'est devient reconnu, spécialiste c'est le meilleur, oui. de l'Allemagne, etc. Et finalement, il a presque aussi des problèmes pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce qu'il a publié il a un petit dictionnaire français-allemand en 1941, dans l'atmosphère de la libération, qu'on a étudié. Là, vous avez beaucoup de Français qui ont collaboré, et à l'arrivée des FFI, ils se mettaient à dénoncer le voisin pour éloigner les soupçons. Ah oui. Alors lui, il n'a pas échappé à cette règle, mais ce sont... Il était accusé, quoi. Ils l'ont accusé, ils lui ont dit... Et surtout qu'il était germanophile, entre guillemets. Non. Non, pas germanophile. Non. Après, ses collègues d'un lycée là, du 16e arrondissement qui ont fait une pétition pour dire qu'il était le seul à avoir le courage à distribuer les tracts de la résistance à la sortie du lycée. Incroyable. Et la résistance était éditée par Subervie, qui était son ami, qui avait une maison d'édition après à Rodez, et qui deviendra son éditeur. D'accord, très bien. Ouais. Et donc... Étudier l'Allemagne, ça ne veut pas dire qu'on est... Au contraire, lui, il avait une âme de résistant, de contestataire. Et, alors que les autres étaient un peu comme Pompidou. Pompidou a vécu la guerre jusqu'à ce qu'il se retrouve autour du général de Gaulle avec des compagnons de la Libération. Il était un peu embarrassé. Il y a beaucoup de Français qui n'étaient pas des collaborateurs, mais qui ont ignoré la résistance. Parce que, bon... non, c'est une question de... lui, il vient du Djurdjura. Il avait le souvenir de tous les révoltés, de celui dont on a retrouvé le crâne, là. C'était un révolté de Kabylie. D'accord, oui. Ah, oui. Oui, lui, il connaissait toute cette histoire par la mémoire familiale. Et oui, comme le dit ici Sonia, Monsieur Azrout est l'intellectuel oublié par les siens. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Et surtout par les siens, on comprend les siens, la vie intellectuelle n'est pas favorisée, mais surtout par les études, les recherches, le CNRS, la Sorbonne. Il n'est pas normal qu'on étudie les musulmans en France que sous l'angle du radicalisme, du terrorisme, bien sûr, de l'islamisme qui fait peur. Il y a eu... à l'Institut Maghreb Europe, il y a quelques années, un colloque sur les intellectuels maghrébins. D'accord. Intéressant. Ils n'ont jamais... Le livre est sorti, le nom de Tassout n'est pas cité, parce que ces grands savants ignorent son existence. D'accord, donc en fait, il était... ouais, ok, très bien. Non, le phénomène de l'oubli, il faut le... mais maintenant, on a... D'abord, quelqu'un d'aussi intéressant mérite d'être sorti de l'oubli. Bien sûr. Ensuite, il intéresse l'histoire intellectuelle de l'islam en France, il intéresse les jeunes musulmans aujourd'hui, parce que lui, il a renoncé au discours de victimisation. La colonisation, il l'a vécu, mais il a dit, il avait le teint clair, les cheveux, etc. Il pouvait se faire passer pour un Allemand quand il parlait bien l'allemand. Oui. Donc il a pu se faufiler, se frayer un chemin où la méritocratie républicaine lui a permis, il était lauréat à l'Institut. D'accord. Il aurait pu... c'est quelqu'un qui aurait sa place à la Sorbonne, même au Collège de France, mais il n'était pas dans les réseaux. Oui. Dans les pratiques de l'homo academicus, comme le dit Bourdieu. Non. Et donc il est resté prof de lycée, mais brillant, très prolifique, qui avait toujours un projet, il avait un subconscient qui fonctionnait en permanence, et c'est sans doute dû à son passé algérien, parce qu'on ne rompt pas
aussi facilement, quel que soit le succès professionnel comme celui qu'il a eu. Et même si en fait il était assimilationniste, il était peut-être pas bien au milieu de tout du beau Paris, des intellectuels parisiens. Non, avec ses collègues. Si, il avait... Si. Avec la direction de la revue internationale, il avait des échanges avec les philosophes allemands. Alors, il y a un seul intellectuel et militant algérien kabyle comme lui qu'il cite, c'est Mohamed Cherif Sahlé, qu'il a dû croiser au quartier latin. Alors, voilà quelqu'un qui est là juste depuis la guerre mondiale. Il s'est passé des choses à Paris, c'est la création de l'Étoile nord-africaine, l'association des étudiants musulmans nord-africains en France. On le trouve nulle part, il ne les fréquentait pas. Lui, c'est l'étude, il voulait comprendre. C'est un militantisme intellectuel. C'est d'abord comprendre. Toujours entouré de livres. Moi, j'ai eu la chance de connaître son gendre, celui qui a épousé sa fille aînée. Sa cadette. Jacqueline, c'est Jacques Fournier. Et Jacques Fournier m'a dit, parce qu'après il a acheté un pavillon à Villemont, en Seine-et-Marne. Alors Jacques Fournier a fait appel à moi, parce que moi j'avais réédité, il m'a connu par la longue préface que j'ai faite à une autre édition de l'histoire politique de l'Afrique du Nord. Alors, en quelle année déjà? Parce que ça c'est la nouvelle édition de Héritage. C'était 2010 ou 12. 2010, d'accord. Oui. Et donc après, on s'est mis d'accord pour faire un ouvrage collectif. Et c'est grâce à... Alors Fournier a vu dans La France et ses musulmans, moi je le cite brièvement, mais parce que moi je l'ai cité dans mon tout premier livre, L'islam et les musulmans en France, où j'ai publié le portrait de 14 intellectuels. Parce que j'ai senti qu'il y avait une volonté de faire oublier pour faire passer cette communauté des prolétaires qui reviennent à la prière, qui peuvent être manipulés contre la République. Et ça, je voyais venir, moi, la littérature. Déjà le discours. La littérature des banlieues de l'islam, avant même. Et donc, moi, Harkoun lui-même m'a donné raison. Il connaît l'auteur des banlieues de l'islam qui a été son élève. Il a dit c'est scandaleux de publier 500 pages sur l'islam en France sans citer un seul intellectuel. Ouais. Harkoun pensait à lui-même d'abord, il a raison. Mais moi, c'est une des rares fois où Harkoun m'a appelé. Ouais. Alors, les autres fois, c'est moi qui l'appelle quand il a reçu mon livre. Pour me dire que c'est très intéressant. Ça lui faisait plaisir, quoi, de voir qu'on était sortis de... Ah non, Harkoun, ça, on en parlera. Harkoun, moi, je lui ai consacré un portrait. Il était très content, parce qu'il était très contesté dans les milieux piétistes. Trop religieux, etc. Mais moi, j'ai lu Harkoun, il n'y a rien qui justifie son excommunication. Il était pour l'étude rationnelle. Ouais. On a besoin d'un renouveau intellectuel, sans lequel une mobilisation spirituelle conduit à des impasses. Il faut les deux. Mobilisation. D'ailleurs, il y a deux thèmes centraux dans l'œuvre de Tazrout, c'est l'histoire universelle. Il dit, lui, il connaissait l'arabe. On dit que l'homme est un animal parlant. Hayawanun natiq. Et lui, il dit, la spécificité de l'homme par rapport aux autres créatures de Dieu, c'est la conscience et l'intelligence. La conscience, c'est ce qui permet de se mobiliser spirituellement. Et l'intelligence, c'est de rationaliser tout ça. D'où la formule science sans conscience. N'est que la ruine de l'âme, etc. On peut avoir l'inverse. On peut avoir plus de conscience que de science. C'est problématique aussi. Donc lui, il était pour... on sent qu'il connaissait l'arabe. Parce qu'il dit qu'il a été consulter les manuscrits arabes de l'ancienne Bibliothèque nationale. Il a passé 20 ans à vérifier la bibliographie d'un livre qui s'appelle La Berbérie et l'Islam, d'un des frères Marseille, Georges Marseille, qui était prof à l'université d'Alger. Il l'accuse d'avoir manipulé des textes. 20 ans. C'est pour ça qu'il a, par la suite, écrit l'histoire politique de l'Afrique du Nord.
où il dit on a une histoire de vainqueurs. Depuis le royaume numide, il a dit les indigènes n'ont pas écrit leur histoire. C'est marrant ce que vous dites, parce que ça me fait penser à ce que disait Éric Zemmour. Éric Zemmour qui disait oui, l'Algérie et le Maghreb ont toujours été des colonisés par d'autres puissances, etc. Et là, vous me dites, et c'est très intéressant les amis, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux intellectuels musulmans. Là, vous voyez, M. Salem vous explique bien que non, il y a une histoire de vainqueur, mais il faut aller la chercher, il faut aller la lire, il faut aller la connaître. Zemmour, à mon avis, parce que c'est un érudit, il a une grande curiosité, il gagnerait à lire... on va lui envoyer, alors. On va lui envoyer. Je ne sais pas si il faut jamais... Lui, il est agressif, il pointe un doigt accusateur, mais il ne faut jamais désespérer d'ouvrir un dialogue avec des gens comme ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, de toute façon, discuter, ça coûte rien. Oui, alors là, on brûle un peu les étapes. Oui, parce que là, en fait, on a parlé beaucoup de la période assimilationniste, où il était dans l'assimilation. Ah, il était après les carnages. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, super. Et non, il a son texte que j'ai commenté longuement dans la précédente édition. Il écrit, parce que lui, il était un peu à gauche. Or, le rapporteur, c'était le général Tubert, qui était communisant, qui a fait un rapport sur les massacres de mai-juin 1945 dans le Constantinois. Et lui, il a écrit une très longue lettre que Tubert a publiée, où il minimise, parce qu'il connaît bien l'histoire de France, il dit la France a eu la Vendée, c'est des carnages, donc les répressions dans les colonies, pour lui, ne lui paraissaient pas plus graves que les répressions, les dragonnades contre les protestants, les révolutionnaires de 93 qui s'appelaient terroristes. La terreur jacobine. La terreur. Oui. Ouais. Donc il a dit, c'est pas spécifique aux indigènes. Il relativisait l'action coloniale. Il était encore assimilationniste, il n'a pas encore saisi la spécificité d'une situation coloniale. D'accord. Lui, il raisonnait en termes d'inégalité. Il a dit la Creuse avait un retard, mais grâce à un sureffort, la Troisième République, elle a rattrapé le retard. Et la France a la possibilité par l'école, il croyait beaucoup à l'école, de généraliser la scolarisation, d'enseigner l'arabe, défendre l'enseignement de l'arabe, préserver la tradition orale berbère. Et il dit la France peut faire oublier ces massacres en ayant une politique volontariste pour la promotion des Algériens. Il a cru jusqu'en 1955. Jusqu'en 1955. Oui. Mais entre-temps, il s'est... Bon, parce que le dernier livre, là, il parle en 1946, quand il dit de Kant à Hitler, c'est déjà un programme. Parce que lui, sa conclusion sur la philosophie allemande, il dit il y a une violence intrinsèque à la pensée allemande qui débouche sur le nazisme. Donc Hitler, il le met dans le même lot que... Et lui, il est fondamentaliste scientifiquement. Il revient à la source. Il dit, cette violence du nationalisme allemand, c'est une réaction aux conquêtes napoléoniennes. D'accord. Donc, donc pour lui, il ne le dit pas explicitement, Napoléon a une part de responsabilité dans le nazisme. Incroyable. Parce que le nationalisme allemand, c'est une réaction. C'est la première fois que j'entends cette thèse, c'est intéressant. Oui, en le lisant, oui. Mais il a fait le tour de tous les grands philosophes allemands. On a des sociologues qui peuvent nous intéresser. On a des sociologues de la religion qui ne sont pas laïcistes, comme c'est la mode en France. Ouais. Ils considèrent que la religion peut jouer un rôle pour la paix, pour la cohésion sociale. Et alors après, il est passé à l'histoire universelle. Voilà quelqu'un qui vient de Azazka, l'école indigène de Saint-Itlhad, prof de collège en Vendée, prof de lycée à Nantes, prof de grand lycée à Paris. Il a fait le tour de l'étude de la culture allemande. Après, il est passé à l'histoire universelle. Mais entre-temps, en 1949, il publie la traduction du livre d'un orientaliste allemand,
Karl Brockelmann, qui s'appelle Histoire des peuples musulmans, des États et des peuples musulmans, en 1949. Pourquoi ? Parce que quand lui, il avait le vent en poupe à la Revue internationale de sociologie, il voyait venir des arabisants comme Massignan, Godefroy de Montbine, etc. Et lui, après, il a dit, si eux s'intéressent à l'islam, pourquoi pas moi ? Bien Donc sûr, il commence bien par sûr. traduire ce grand auteur, Brockelmann, qui est à l'origine d'un dictionnaire biographique, qui est un outil de travail pour tous les orientalistes. Il donne par ordre alphabétique tous les auteurs qui ont écrit sur le monde arabe, avec leurs articles dans plusieurs langues. Mais après, il est passé, à partir de 1952-53, il a écrit une série intitulée « Au Congrès des civilisés », Oui, en 5 volumes. Et là, il est dans la logique de Spengler et Toynbee, c'est-à-dire D'accord. étudier les grandes civilisations. Et donc, il commence par la métaphysique de l'Extrême-Orient, la civilisation grecque, la foi religieuse du Proche-Orient avec un volume sur l'islam. il doit être intéressant ce bouquin. Ah, on va peut-être le publier. Ah oui. Oui. Alors ensuite, le capitalisme, à partir du XVe siècle. Ouais. Ensuite, le bloc de l'Est. Et ça se termine par... Oui, il dit que pour lui, c'est une autre civilisation. Mais pour les autres, non. C'est un volet de la même civilisation. Oui. Malik Ben Nabi considère ça comme la même civilisation. Oui, d'accord. Et lui, il a beaucoup de points. Il est comparable à Malik Ben Nabi. Très bien. Et ensuite, il termine par un volume qui s'appelle, où il y a le titre, la coexistence pacifique. Les problèmes de la coexistence pacifique. Oui, mais ça, c'est un livre de 1960. Il reprend ce thème, qui est dans le dernier volume de la série Au Congrès des civilisés, où il imagine des congressistes qui écoute quelqu'un, le porte-parole de la civilisation. Et qui explique sa civilisation, en fait. Qui explique... Voilà. D'accord. C'est intéressant, ce bouquin. Oui. Et donc, le dernier volume est sorti en 56. 56. C'est là où il parle de son ami Sahli. Alors, Sahli est l'auteur d'un livre célèbre intitulé « Décoloniser l'histoire ». Décoloniser l'histoire. C'est pas seulement signer les accords d'Évian, mais il faut... L'histoire... celle des vainqueurs, il faut se débarrasser c'est super des clichés. Oui, lui, il est dans la décolonisation de l'histoire. C'est pour ça de l'histoire. qu'il a commencé Très par... beau terme. Très beau terme. Là, par modestie, il appelle ça histoire politique de l'Afrique. Il ne prétend pas faire l'histoire de toute l'Afrique du Nord. Histoire politique. Il remonte jusqu'au royaume numide, où il dit ce que nous savons, c'est par le biais des auteurs... Des Romains, des Latins. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en 54, il fait un retour en Algérie. Est-ce que c'est bien le cas ? 53. Oui. 53. Donc oui. En 53, après combien de temps 40 ans. 40 ans. Après 40 ans en France, il retourne en Algérie. Et est-ce que là, c'est aussi peut-être le départ ? Est-ce que c'est pas aussi un peu le départ d'une nouvelle vision pour Tazrout ? Bon, parce qu'il était en fin de carrière, il s'apprêtait à prendre sa retraite, il avait acheté un pavillon à Villemomble, parce qu'il y avait le lycée Chaptal, grand lycée de Paris, qui avait une annexe à Villemomble. Et lui, il s'est fait affecter à l'annexe, juste à côté de chez lui. D'accord. Mais Fournier m'a dit, à l'étage... Fournier, donc son gendre. Son gendre, que j'ai bien connu, il est mort du Covid. Ah, il est mort du Covid. Il m'a dit, personne... Il y avait un escalier en colimaçon. Personne ne rentrait, on ne savait pas ce qui se passait dans ce bureau. Avec nous, il parlait de Noël, des vacances, les jouets. Mais il m'a dit, on ne pouvait pas deviner ce qu'il faisait dans ce bureau. C'était son jardin secret. C'était son jardin secret, oui. Donc, je pense qu'il traînait un tourment intérieur dû à son passé algérien. Donc, inconsciemment, c'est la situation coloniale qu'il travaillait. Or, là, il a fait un peu comme Guénon. Guénon, pour atterrir dans l'islam, il a étudié toutes les philosophies
orientale, le bouddhisme, etc. Puis il a trouvé ses chemins de Damas dans l'islam. Or, Tazrout, c'est un peu la même chose. Il a étudié toutes les civilisations. Alors, excusez-moi, Tazrout, pendant qu'il est en France, il reste musulman pratiquant ou il ne l'est plus? On ne sait pas. On ne sait pas, On d'accord. ne sait pas. C'est Fournier est incapable de le dire. D'accord, Oui. d'accord. Il avait son bureau, personne ne rentre. D'accord. Même ses enfants. Et même s'il était prêt. Non, il a joué la carte de l'assimilation. Ouais, c'est ça. Parce que sa fille se marie à l'église, etc. Donc c'est vraiment l'assimilation totale. Ah oui, là, il était. Il a joué. Après, il a vu les conséquences que ça avait. Donc, Fournier m'a dit qu'il avait le sentiment de n'avoir pas transmis. Eh oui, À ses bien sûr, enfants. Oui. bien sûr. Mais il restait très attaché. Ils ont été le voir au Maroc par la suite. Mais c'est quelqu'un qui il n'a pas enfin il avait des convictions politiques, mais pas d'engagement partisan. Alors, là-dessus, commence la guerre en Algérie, et lui, on voit qu'il lisait tous les journaux, il a une information très précise, il suivait ça de très très près. Et à mon avis, ce qu'il a vraiment encouragé, c'est la motion dite des 61. On a 61 élus des plus modérés, on appelait ça les évolués, sur lesquels misait le gouverneur Jacques Soustelle pour créer une troisième force. Une troisième force. Soustelle considérait qu'on ne pouvait pas faire la politique des colons, mais il voulait vaincre l'ALN, et il voulait une troisième force qui ne soit ni l'Algérie française, ni le FLN. Or, ce sont les élus sur lesquels il comptait le plus qui ont signé la motion de septembre 1955. Beaucoup étaient des élus du deuxième collège de l'Assemblée algérienne. D'accord. Et qui ont dénoncé vigoureusement la répression. À l'époque, c'était la responsabilité collective. On massacrait quelques dizaines pour un officier français blessé seulement. Oui. Donc les Algériens étaient vraiment... Ah non, là, il était choqué par la dureté de la répression. Ça l'a choqué, ça. Hein. Oui. Ça l'a peut-être fait aussi... Ouais, non, lui, il croyait à la civilisation, à l'humanisme français. Ah oui. Mais là, c'est la déconvenue. C'était pas le meilleur moyen de le manifester. Oui, en effet. Un seul bombardement en décembre 1956 a fait 950 morts. Ah ouais. En Kabylie seulement. Pourquoi? Parce que c'était la création des zones interdites. Et les zones interdites, c'est les endroits où... on a déplacé, française... c'est ce que fait Netanyahou. Il n'a rien inventé, Netanyahou. Ça a été tenté à partir de 1955 par l'ange dans les Aurès. Et puis le pouvoir spécial signé par un garde des Sceaux qui s'appelait François Mitterrand. Il y a un article qui dit qu'il faut ouvrir le feu, y compris sur les animaux qui rentrent dans ces zones interdites. Donc a fortiori les humains. Et les humains et les animaux en Algérie sous les pouvoirs spéciaux... Vous n'avez pas la différence, hein? Pas une grande différence, un peu ce qu'ont dit les ministres israéliens actuellement. Des Hamas et des animaux. Oui, ils ont dit ça même sur la population. Oui, il y a un grand parallèle entre Or, les 61 concluent en disant l'Algérie, la politique d'intégration de Soustelle est dépassée. L'Algérie a vocation à devenir une nation indépendante qui a besoin d'un État. Donc, ils ont adhéré au nationalisme, alors qu'on appelait séparatisme. Séparatisme, déjà à l'époque. Oui. Il n'a rien inventé. Et donc lui, il a dit, voilà, ce sont des béni-oui qui prennent leur courage à deux mains, et moi je vais rester dans mon confort de mon pavillon. Et là, vraiment, mais toujours la primauté de l'étude, de la précision. C'est les méthodes, les moyens de l'intelligence, comme on dit. C'est-à-dire connaître le problème, comment se pose, depuis quand il se pose. Donc il a une périodisation. Peut-être la moitié de ce livre, l'histoire politique de l'Afrique du Nord, il remonte à la période romaine, etc. C'est un prétexte, mais pour exprimer son adhésion son engagement dans la décolonisation. Incroyable. Et donc, la politique de la terre brûlée, les expropriations, le démembrement des habous, il résume tout ça. Et puis après, ce livre
Il est sorti en 61, mais la coexistence pacifique, les problèmes de la coexistence pacifique, le mal et la foi en sa guérison possible, il est de 1960 où il y a des chapitres de défense du FLN. D'accord. Oui. Donc là, c'est clair. Oui. Là, les partisans, clairement... Ah non, un engagement dans la décolonisation. Engagement total. Mais il croyait à un Maghreb. Pour lui, le Maghreb est une entité homogène, une nation maghrébine qui pouvait... Il croyait durement à... C'est pour ça qu'il s'est installé au Maroc par la suite. On y reviendra. Oui. Et alors ensuite, il a écrit sous pseudonyme un livre écrit en 1959, publié en 60, signé Moutawakkil, et publié à Monte-Carlo, à Monaco. C'est pour ça qu'on ne l'a pas à la Bibliothèque nationale. D'accord. L'Algérie de demain, c'est un programme pour des institutions démocratiques. Il avait déjà réfléchi à ce que devait devenir l'Algérie de demain. Non, là, il était persuadé que l'indépendance, quel que soit le coût en vie humaine, était inévitable. Donc, il voulait imaginer... Enfin, il a un programme, moi, je ne l'ai pas ici, je l'ai réédité. Quand Fournier me l'a donné, j'ai dit que ça aurait été plus utile à l'Algérie que le programme de Tripoli de juin 62, qui a opté pour le parti unique, avec une logomachie marxisante, etc., pour Tazrout, l'Algérie avait toutes les possibilités de commencer le processus démocratique dès l'indépendance. Et il était pour les droits de la langue française, il était pour un bilinguisme. Il a dit qu'il faut 2 langues officielles, l'arabe et le français. Et puis, ce qui est curieux chez lui, c'est que dans tout chapitre commence par un mot arabe. Par exemple, 2 peuples, il met Sha'ban. Sha'b, c'est peuple, Sha'ban, c'est le duel. L'économie sociale, il était un peu pour Doustour, etc. Avec l'air de dire que dans le patrimoine, ce qu'on appelle Tourath arabe, on peut trouver des éléments pour fonder une démocratie en Algérie. C'est ça ce que ça veut dire. Donc il était pour un retour vers le patrimoine qui a permis à l'émir Abdelkader d'écrire... Contrairement à parfois ce qu'on peut voir aujourd'hui, il n'est pas du tout dans la volonté de singer l'Occident, mais il s'inspire de son patrimoine... Il est dans la désillusion assimilationniste. Il considérait que les 40 ans d'assimilation, c'était un succès professionnel, familial, mais sur le plan collectif, non. Il est revenu complètement là-dessus. Oui, il est très méticuleux, il y a un souci de scientificité, y compris dans ses écrits de militants et engagés. Mais des fois, il est véhément, c'est-à-dire que c'est le regret, la France à laquelle il a cru, ses valeurs sont abjurées par la France coloniale, qui a renoué avec la brutalité de la conquête, dont beaucoup de coloniaux ont regretté cette... Mais pour regarder l'Algérie, on est redevenu plus brutal. J'ai pas fini sur les 950 morts en Kabylie. Les zones interdites, on chasse les habitants et on leur détruit leur habitation pour qu'ils ne reviennent pas. Pour les détruire, il fallait soit des bulldozers, soit des charges de TNT. Moi, par exemple, un lieutenant Schmitt, qui finira général promu par Mitterrand, quand il était lieutenant, il demandait des tonnes de TNT et des bulldozers. Parce qu'il était à l'est d'Alger, en allant vers la Kabylie, et il était chargé de détruire les habitations des zones interdites. À mon avis, au moment où il y a eu le procès intenté par Louisette et Ril Hariz, ce document aurait pu le faire condamner, plus que l'accusation de torture qui n'était pas attestée. Alors, ce document écrit de sa main, je voudrais tant de tonnes de TNT. Incroyable. Oui. Or, en haute montagne,
Il n'y a que des chemins muletiers, il n'y a pas de piste. Oui, bien sûr. Donc on ne peut pas amener les bulldozers, on ne peut pas amener de la TNT. Donc on a actionné l'aviation militaire qui a détruit les villages. Or, il y avait des bergers, il y avait des femmes qui allaient chercher du bois. Donc 950 morts en une seule journée. C'est des chiffres. C'est un peu comme l'Indochine, quoi. On bombarde au napalm, limite. Dans ce bombardement, il n'y avait pas de napalm. C'était pour détruire. Le napalm, c'est quand ils sentaient qu'il y avait des combattants. D'accord. Or là, non, c'était pour détruire les maisons où on ne pouvait pas monter les bulldozers. Quelqu'un comme lui qui lisait les journaux tous les jours, il y a de quoi être choqué. Bien sûr. Ça l'a retourné comme une crêpe. Et donc il est passé à un militant décolonial, quoi. Oui. Et donc la décolonisation, il la suivait. Après, il est revenu à la raison première de son immigration, c'est la discrimination raciale, dont il a été victime au cours normal, qui forme des instituteurs adjoints, et son directeur d'école raciste. Donc il s'est consacré à l'étude du racisme. Il a travaillé donc après sur le racisme, ouais. Mais un essai dessus, c'est bien ça? Avant, il a étudié scientifiquement. Ah oui. Est-ce que l'idée de race est fondée scientifiquement, historiquement? Il démontre que non. Et c'est génétique sur la race, les peuples, les nations, la démocratie. Ça, c'est un autre éditeur. Il avait plusieurs éditeurs. Ça, c'est Pierre-Jean Oswald. Là, il démontre, c'est un petit livre, pour lui, pour se convaincre, il dit peut-être qu'il y a des races supérieures, des races inférieures. Il dit que non. Il dit que non. Et sur cette base, il s'est permis d'écrire un texte qui... Manifeste contre le racisme. Qui est un livre d'une grande densité. C'est un livre qu'une équipe pluridisciplinaire n'aurait peut-être pas réussi comme lui. Parce que lui, il a manié plusieurs disciplines. D'accord. Politologue, sociologue, historien des civilisations, anthropologue. Même là, on a quelqu'un qui l'a croisé à la Revue internationale de sociologie qui s'appelait Gaston Boutoul. Gaston Boutoul, c'est une famille juive de Tunisie qui a fait sa thèse sur Ibn Khaldoun. D'accord. Oui. Ensuite, il a fondé un institut de polémologie. Polémologie, c'est l'étude des conflits. D'accord. Oui. Alors lui, ici, il étudie toutes les formes de conflits. C'était vraiment un intellectuel complet, quoi. Oui. Et après, il dit non, la conclusion de ce livre, c'est que le racisme est une création du colonialisme. On a une volonté de puissance, une volonté de domination de peuple à peuple, qu'on a voulu justifier par l'idée de race inférieure. Oui. Ce terme, on le trouve même chez un homme aussi respectable que Jules Ferry. Oui. Jules Ferry, le droit des races supérieures. Bien sûr. Donc c'est une idée, au XIXe siècle, il considérait qu'il y avait des races. Alors lui, il démontre que non. Ensuite, il dit, bon, on a signé les accords d'Évian, la France a évacué, mais la décolonisation politique ne suffit pas. Donc il faut qu'elle soit suivie de décolonisation de l'histoire, comme son ami Sahli, et lui, il a donné l'exemple, et on va juger le succès de la décolonisation à l'aune de la disparition ou non du racisme. Là, malheureusement. On est loin du compte. Ouais. Et donc, c'est son dernier livre, donc, paru en 1964. Est-ce qu'il explique comment arrive le racisme, là? Comment arrive le racisme, je ne sais pas, par exemple? Le racisme, c'est une disposition à l'intérieur de quelqu'un qui se sent... une volonté de puissance, une volonté de s'enrichir, une libido de pouvoir, mais élargie à d'autres peuples, et qui conduit à justifier donc, cet appétit en disant que les autres sont inférieurs, on a le droit de les dominer. Très bien, super intéressant. Ça, je caricature un peu, mais il explique ça. Et il a comme... il y a quelque chose... Les amis, si vous voulez du contenu intéressant, donc ici, c'est super intéressant, les amis, parce que là, vous voyez, vous avez du contenu
d'un intellectuel et philosophe musulman qui vous explique comment ça se fait, d'où vient le racisme, comment, enfin je sais pas s'il dit comment le combattre, non, je sais pas. Par l'éducation. Par l'éducation. Oui, oui, une éducation. Lui, il rêvait d'un monde unifié, parce qu'il a senti ce qu'on appelle maintenant la mondialisation. Bah oui. Il n'y a plus les frontières. Ouais. Mais on ne peut pas vivre au XXIe siècle avec des idées médiévales. Or, il y a des gens très brillants, très modernes, de tout point de vue, mais des fois, leurs pieds traînent dans la boue. Avec l'esprit de croisée, etc. Ouais. Et lui, il a dit non. Il a comme habitude, il a plusieurs concepts ici, qu'on n'a pas le temps de développer, d'exposer. Mais chaque concept, il a une explication ternaire. Il cite, par exemple, un philosophe chinois, qui était le seul à connaître. Ensuite, une formule de la philosophie grecque, mieux connue, et il termine toujours par un verset du Coran. Ça, c'est un message. Déjà, quand il a signé le Mutawakkil, ça prouve qu'il connaissait très bien l'histoire du califat abbasside. Le Mutawakkil, c'est celui qui a rompu avec les Mu'tazila. C'est quand le nouveau calife, quand il est arrivé, il a viré dans la cour tout ce qui est Mu'tazilite. Oui, il a rompu, il a demandé à l'imam Ahmed d'être l'idéologue officiel. L'imam Ahmed a refusé parce qu'il était pour le pluralisme. Mais ici, il a choisi ça parce que lui, il considérait que son assimilationnisme, c'était une sorte de mu'tazilisme. Pour signifier sa rupture, eh ben, il prend le nom du calife anti-mu'tazilite. C'est super intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que j'entends parfois les personnes qui disent oui, il faut sortir de cet islam traditionnel, il faut notamment s'imprégner des mu'tazilites, etc. pour mais être dans les gens qui sont très loquaces sur les mu'tazilites, ils ne peuvent pas en parler sans dire des bêtises en 10 minutes. Ouais. Il y a très peu de livres sur le mu'tazilite. Non, ça c'est un slogan, les journalistes, oui, c'est un slogan, voilà. Les politistes, etc. Pour bien s'assimiler, il faut devenez mu'tazilite, on va vous accepter. Non, d'abord, ça c'est un autre débat. On a par exemple une laïcarde, une laïciste très engagée qui s'appelle toujours Zainab El-Razoui. Ouais. Maintenant, on la traite de radicale parce qu'elle soutient les Palestiniens. Sa relation à la religion est toujours la même. Donc, il y a un problème de définition de la laïcité. Tous ces concepts-là qu'on répète tous les soirs, il faut les reprendre comme Mohamed Tassout. C'est quoi un radical? On est radical parce qu'on défend les Palestiniens. Le secrétaire général de l'ONU est radical quand il a dit que pour l'ONU, le Hamas n'est pas terroriste. L'Union européenne, il y a des États européens qui reviennent sur cette classification. Et ensuite, le mot-clé, c'est la laïcité. Et moi, j'aimerais qu'on me définisse ce qu'est la laïcité. Chaque remaniement, chaque changement de chroniqueur sur une chaîne d'information continue, on a une autre définition. Ouais. On a une surenchère où on prescrit aux musulmans des conditions parfois rédhibitoires, sinon on ne vous accepte pas. Ça rappelle le hadith du prophète, je ne sais pas s'il est exact, qui dit « Ma communauté sera divisée en 72 sectes ». Bon. Or, le nombre de sous-courants laïcistes, à mon avis, il a dépassé les 72. Donc, étant donné un musulman qui va avoir la paix et qui ne demande qu'à s'intégrer, à quelle laïcité devrait-il se conformer? Bien sûr. De quel ministre? De quel secrétaire d'État? De quel chroniqueur? De quelle chaîne? Bien sûr. Oui, bien sûr. À chaque fois, c'est des conditions. Justement, là, les visionnautes là, nous expliquent, voilà, il faut redéfinir. Voilà, par exemple, So nous dit qu'il faut redéfinir les concepts, tandis que là, Tamim Ness nous dit « Je ne suis pas sûr qu'à notre niveau, ce soit un problème de définition. C'est toujours ciblé contre les musulmans. À chaque nouvelle loi islamophobe, il y a une nouvelle laïcité. » Oui, non, la laïcité, d'abord la laïcité était la loi, sur le plan juridique, était applicable à l'islam
en 1907. Les pouvoirs coloniaux ont refusé. Ils ne l'ont pas appliqué en Algérie. Ils ne l'ont pas appliqué. La question, est-ce qu'elle est appliquée en France 60 ans après la décolonisation. Il faut faire plusieurs émissions là-dessus. Oui, il va falloir. Oui. Il y a du boulot. Non, il faut s'inspirer vraiment de la froide raison, de la démarche de Tazrout, qui ne polémique pas, qui étudie. Et il faut se poser la question, et poser la question à tous les assimilationnistes qui exigent l'assimilation totale tout de suite, tous les soirs sur les chaînes. C'est vrai. Ils veulent avoir qu'une seule tête, aucune différence. Or, lui, quand il est parti, il a vécu dans un hôtel à Tanger, où il est mort. Et donc là, ouais, on peut arriver à justement cette partie-là. Donc ensuite, Tazrout, il ne revient pas en Algérie, il part au Maroc. Oui. Comment déjà alors, comment? Parce qu'il a été Fournier, son gendre, est parti avec sa femme à l'ambassade du Maroc en 60-61. Il était conseiller juridique. Et lui, avec sa nouvelle femme, parce que sa femme, la première est morte. Angèle, est morte, il l'a amené au Maroc et sa fille et son gendre lui ont fait faire le tour du Maroc. Il a dit c'est un très beau pays. Et donc, quand il était très content de voyager, ça contredit tout le récit en Algérie, où on dit qu'il a été à Al-Azhar, en Chine, en Russie, en Mongolie, en Iran. Il n'y a rien de tout cela. Ça peut s'expliquer par... en Algérie, il y avait l'autorisation de sortie. Les Algériens voulaient voyager, ils étaient privés. Donc ils ont fantasmé sur Tazrout qui avait... non. Fournier m'a dit non, il avait d'abord un revenu d'enseignant et des horaires d'enseignant. Ouais. Donc ces voyages à Moscou, à quelle époque? Et puis avec quel budget? Il a dit on a un trou de 4 mois. Oui, comme s'il avait disparu des radars. Non, là c'est quelqu'un qui l'a rencontré à Tanger, et il a mal compris. Il a écrit un article à sa mort dans le Moudjahid, où il a... Tazrout parlait au congrès des civilisations, des civilisés. Et puis, de temps en temps, on ne sait pas s'il s'amusait ou il s'identifiait au porte-parole de la civilisation chinoise, de la civilisation grecque, etc. Et l'auditeur a compris qu'il s'est rendu, il les a connus dans les bibliothèques de Paris, c'est tout. Il avait une carte, mais il ne s'est jamais rendu là-bas. Il lisait, quoi. Il lisait énormément. Oui. Il s'est rendu par l'esprit. Oui, et donc... c'est vers la fin des années 60 qu'il décide de partir pour de bon. Il s'installe au Maroc. Là, l'Algérie est indépendante, lui... Non, il n'y va pas. Il était français. Il n'y va pas. Je crois qu'il... Je ne sais pas s'il a demandé... Il a été en Algérie 1 ou 2 fois. D'accord. Il a écrit à l'Union des écrivains algériens qui dépendait du parti unique. Est-ce qu'ils lui ont répondu ou pas? Et on trouve dans les carnets de Malik Benabi une phrase ironique, parce qu'il n'était pas content de l'Union des écrivains qui voulait tout. C'était une sorte de stalinisme intellectuel. Et il a dit cette Union des écrivains algériens a oublié un grand écrivain, Mohamed Tazrout. Donc Benabi l'a cité. Oui, il a dit si on l'a oublié, c'est la preuve que c'est un honnête homme. Et il y a une autre rumeur qui en fait le conseiller du roi du Maroc. D'accord. Il a dû peut-être assister à une cérémonie au palais, où Hassan II a dû s'attarder parce que Hassan II était très instruit. Ouais. Mais de là à être conseiller, non. On a beaucoup de légendes. Oui. Un récit mythique sur lui, mais le mieux, c'est de revenir à son œuvre. Et d'ailleurs, au sujet de son œuvre, donc après, il va aller au Maroc, et bon, il va mourir là-bas, paix à son âme. Et en fait, donc son gendre a gardé un dernier manuscrit, c'est celui donc du Coran. Donc en fait, il avait fait une traduction du Coran, c'est bien ça? Pendant son séjour au Maroc, il s'est attaché à traduire le Coran. Il lui a donné un manuscrit quand il a été le voir en 71.
D'accord. Mais l'ami algérien qui l'a vu en 73, il lui a remis une copie aussi. Mais il faisait des copies à la main, il n'y avait pas de photocopie. Ah ouais. Oui. Or, Fournier, à la fin de sa vie, il voulait avoir l'œuvre complète. Alors, lui, il a perdu La copie? la copie parce qu'il a été en Algérie en 75, où il a amené sa femme, qui ne connaissait pas l'Algérie. Et puis, il se fait recevoir par quelqu'un. Sa femme qui était la fille de M. Tazrout. Ouais. Oui. Non, c'est grâce à son mari, qui est un pied noir à l'origine. Grâce à son mari pied noir. Qu'elle découle l'assimilation totale. Et puis, lui, il ne les a pas incités à y aller, puisque lui-même n'y allait pas. Incroyable. Oui. Et alors, Fournier a un récit. Une fois, il m'a dit, on était dans un restaurant, au centre d'Alger, et ils parlaient ils avaient dans leur sacoche la traduction. Quelqu'un se lève, il dit, moi je suis haut fonctionnaire au ministère de la Culture, donnez-moi cette traduction, on va la publier. Et Fournier lui demande ni son nom, ni une décharge, ni rien du tout. Ah là là. Alors moi je me suis renseigné auprès du ministre de la Culture de l'époque, il m'a dit, non, moi je savais l'importance de Tazrout. Si je l'avais eu, je l'aurais publié rapidement. Je suppose qu'à Alger, on était embarrassé par le fait qu'on parle d'un grand intellectuel algérien qui a choisi de vivre au Maroc, comme on l'a été avec Harkoun, plus récemment. Il y a eu toutes des polémiques inutiles pour dire voilà pourquoi il a choisi le Maroc, etc. En arabe, on dit la terre de Dieu est miséricordieuse partout. Bien sûr. Et à mon avis, celui qui a pris, ça doit être quelqu'un des services algériens qui ne voulait pas qu'on reparle de quelqu'un qui a choisi de... Parce qu'on était en pleine crise, 75, début de l'affaire du Sahara. Ah oui. Polémique infantile algéro-marocaine. Je suppose que c'est ça. Or, l'ami qui a rencontré Tazrout à la fin de sa vie à Tanger disait avoir une copie. J'en ai parlé à Fournier, il m'a dit je veux le voir. Donc je contacte cet ami, il commence par réagir, c'est pas possible. La seule copie, c'est moi qui l'ai. Je lui dis non, là, son Jean dit avoir une copie qu'il a perdue dans des circonstances particulières. Et donc je l'amène, et puis après, il a commencé par dire c'est pas possible, c'est moi qui l'ai. Je lui dis non, il a dû écrire plusieurs copies. Incroyable. Oui. Et là, il paraît qu'on a retrouvé une partie de cette traduction, de ce manuscrit. J'espère qu'il va être publié un jour. D'accord. Et il faut se poser la question. Bon, on a un avant-goût de cette traduction dans les choix des concepts qu'il a ici, qu'il a sur la conscience et l'intelligence. Pour lui, le Coran développe les deux, fait appel à l'intelligence, l'aql, etc. Bien sûr. Donc, il a peut-être que les philologues contestent certaines de ces, mais c'est un ijtihad. Ouais. Le hadith dit celui qui fait un ijtihad et se trompe est remercié une fois. Celui qui ne se trompe pas, 2 fois. et donc, mais pour les assimilationnistes d'aujourd'hui, il faut qu'ils s'interrogent. Pourquoi cet homme qui aurait pu finir au Collège de France, qui avait un parcours fabuleux, pourquoi il finit par une traduction du Coran ? Après avoir étudié les civilisations, l'Allemagne à fond, la culture française. C'est vrai que c'est intéressant ça les amis. Hein. C'est un message ça. Ça en dit long quand même, parce que c'est vrai que on nous pousse à chaque fois à l'assimilation, on nous met en avant des modèles de musulmans assimilationnistes, etc. Et finalement, là, un modèle incroyable avec M. Tazrout, on voit qu'à la fin de sa vie, quelqu'un de très intelligent, intégré, qui a réussi
dans sa vie, à tous les niveaux. Bien, arrive un moment où il se redécouvre complètement musulman, maghrébin. C'est incroyable quand même. Ah, il était pour l'unité du Maghreb, ça. Il devait être déçu. Bon, en 73, il n'y avait pas beaucoup de déceptions, et ce qui s'est passé après l'aurait peiné. Mais non, la moralité de cette affaire, le fait qu'après un parcours de 60 ans, après avoir étudié les grands auteurs les plus à la mode, il revient à ce livre inaugural. Ouais, oui, c'est vrai. Bon. Que son père C'est ou un son message, oncle lui avait appris. C'est-à-dire les assimilationnistes doivent cesser d'exiger, de prescrire la rupture avec l'islam et avec le Coran. C'est impossible pour un musulman. L'assimilation désislamisante, c'est impossible pour un musulman. Et puis lui, il avait un autre message. Il dit, moi je suis reconnaissant à la culture allemande, à la culture française, à l'institutrice qui m'a sorti de mon ignorance de Kabylie. Il était fasciné, lui, par les cultures occidentales. Et s'il traduit le Coran, il dit, moi, je vous suis redevable. Mais pour une logique de donner-recevoir, moi, je vous fais découvrir un livre qui peut vous être utile, malgré son ancienneté. Vous m'avez apporté toutes ces nuances philosophiques. Eh bien, le Coran, puisque lui, dans Manifeste contre le racisme, il cite systématiquement le Coran. À chaque fois qu'il y a un concept original, il l'illustre par 3 citations. La dernière, c'est le Coran. D'accord. Ça veut dire que le Coran est encore actuel. Bien sûr, bien sûr. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, ça nous change un peu. Les jeunes musulmans aujourd'hui gagneraient à lire Tazrout, alors que d'autres leur prescrivent le Coran dit des historiens. Moi, je n'ai jamais compris ce que c'est que le Coran des historiens. C'est une propagande chiite, enrobée dans un discours de linguistique, etc., très trompeur. C'est une propagande qui date de plusieurs siècles, où on accuse le 3e calife, etc. L'orientalisme lui-même a été ridiculisé à force d'appuyer là-dessus. Évidemment, évidemment. On a Garcin de Tassy, qui était directeur des langues orientales, et qui a publié dans le journal asiatique, à la fin du 19e siècle, il dit « J'ai trouvé la sourate manquante », que les chiites accusent Othman d'avoir retiré, etc. Bon. Mais il y a une musulmane de l'Inde, dont le prénom était Sultana, qui est venue faire une thèse à Paris sur Garcin de Tassy. C'est Hamidullah qui m'a raconté ça. D'accord. Il m'a dit, ces orientalistes, ils ont été ridiculisés par une jeune qui habitait une chambre de bonne. Et donc, elle a été lire attentivement l'article de Garcin de Tassy. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Et il renvoie, en note de bas de page, à un orientaliste russe, avec un article d'une revue prestigieuse russe. Elle prend l'avion, elle va à Moscou. Oh oui. Où elle fait traduire, elle ne connaissait pas le russe. D'où il a trouvé ça? Eh bien, le russe renvoie à Garcin de Tassy. Et Garcin de Tassy, Hamidullah m'a cité un proverbe arabe, « Ida ta'arada tasaqata ». Ils s'annulent mutuellement. Et depuis, même quelqu'un comme Rodinson, qui était léniniste, athée, très sarcastique sur tout ce qui est religieux, il commence son livre contestable sur le prophète en disant le Coran ne pose pas de problème d'authenticité. Ah oui, ça c'est vraiment... Mais on a un politiste là qui s'appuie sur Rodinson parce que lui, sur le plan théorique, il est très faible et ce qui est inquiétant de la part de ce politiste sécuritaire, c'est qu'il semble faire partie du staff de l'IFI, ce nouvel institut français d'islamologie, à ne pas confondre avec la FIF. Oui. Donc la FIF, c'est Khaled Benchir. Et l'IFI, c'est qui? Qu'est-ce qu'il y a à sa tête? On ne sait pas. Je connais beaucoup de démissionnaires. Mais ce type-là, il veut que l'IFI se convertisse au sécuritaire. Or, dans ces mémoires-là qui viennent de sortir, il fait l'apologie du Coran des historiens, de Desroches, au Collège de France, qui dit que le Coran est faux,
Et l'IFI a la prétention de former nos imams. Donc si on leur enseigne le Coran des historiens, ça va être la guerre tous les vendredis, à l'intérieur des mosquées. Ouais, bien sûr. C'est ça l'ordre public. Ah oui, c'est pas ça l'ordre public. Ah non, pas du Oui, tout. donc il vaut mieux revenir, de méditer l'exemple de Tasrout, qui est très éloquent, la moralité. Il était des plus modernes, il était à la pointe. C'est le meilleur connaisseur de l'Allemagne, il a écrit de très bons livres. Un intellectuel. Mais comme il ne savait pas faire les alliances pour avoir un poste. Oui, il n'était pas là-dedans, lui. Et mes profs de lycée, pour quelqu'un qui vient du Turtura, c'est quand même... Incroyable, ouais. Oui. Respecté, reconnu. Candidat, lauréat à l'Institut, etc., à l'Institut de France. Donc, et malgré ça, il dit, le Coran a encore des choses à dire à vous autres modernistes occidentaux, c'est à méditer, ça. Bien sûr. Oui. Et les jeunes musulmans devraient donner l'exemple en l'étudiant, en faisant des tests sur lui, parce qu'il a été très peu étudié, il est cité de temps en temps, mais de manière furtive, parce qu'il est très difficile à lire, c'est très abstrait, là, sa manière d'écrire. D'accord. Il est difficile à lire, donc Tasrout. Oui. D'accord. Donc, ouais, il serait intéressant, oui, de pouvoir un peu le décortiquer comme ça, un petit peu, pour aider les jeunes musulmans qui veulent le découvrir. On a plusieurs... C'est bien, on a fait une belle vidéo. Plusieurs livres, là, mais on va publier son œuvre complète sur l'islam. Parce que l'allemand, moi je ne connais pas l'allemand. Et Hamidullah, une fois, m'a dit c'est de votre faute. Parce que, une fois, je lui ai signalé, il était très content, je lui ai signalé des erreurs dans la traduction de Blacher. D'accord. Ah, il m'a dit moi j'en ai recensé quelques-unes, mais je vous remercie. Puis on est passé à autre chose. Ouais. Alors, il sort Brockelmann. Ouais. Je lui demande, c'est le dictionnaire bibliographique. Le il me donne 3 références en allemand. Je lui dis, mais moi je ne connais pas l'allemand. Il m'a dit, là ce n'est plus la faute de Blacher, c'est de votre faute. Qu'est-ce qui vous a empêché d'étudier l'allemand? Ça, c'était vraiment les intellectuels, les personnes vraiment qui allaient au savoir. Ça, il a cité à l'effort. Les amis, il faut apprendre l'allemand, les amis. Il y a des choses à apprendre. L'orientalisme allemand, il est beaucoup plus loyal que les orientalistes. Parce que l'Allemagne n'a pas été colonialiste. Donc il n'y a pas il n'y a pas la nécessité d'écraser. Oui, à un moment, il y avait une prétention où l'orientalisme a été au service du colonialisme. Bien sûr. La thèse d'Edouard Saïd n'est pas contestable. Même si, au moment de la décolonisation, on a Massignon, Berck et Rodinson mais il a déplu Edouard Saïd en disant qu'il constitue l'exception qui confirme la règle. Donc il les détache de leur maître, etc. Bien sûr. Mais l'Allemagne, non, a une école orientaliste. On a parlé du Coran qui avait été traduit donc par Tasrout, malheureusement perdu, ou en tout cas à moitié perdu. Qui est le premier à avoir traduit le Coran? En France, c'est l'abbé de Cluny, Moyen-Âge. Moyen-Âge, d'accord. Oui. Mais récemment, je veux dire, parce que, bon, avant... parce que là, j'ai... Non, celui qui a annoncé son intention de traduire le Coran, c'est l'ignorant recteur de la mosquée de Paris. C'est des slogans comme ça. Moi, je suppose qu'il a entendu dire qu'il n'est pas éternel à la mosquée, qu'on lui cherche un remplaçant, donc il invoque des projets à long terme pour dire laissez-moi aller jusqu'au bout. Or, le Coran, il ne l'a jamais lu d'abord dans aucune des langues. C'est ridicule. Moi, j'ai reçu des coups de fil de partout. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Oui. Ouais, non. Le Coran, c'est pas fait. Pour lui, c'est de la communication, c'est pas de la réflexion. Quand on n'est pas légitime, on croit se légitimer en occupant au maximum l'espace médiatique. Or, des fois, il faut avoir des slogans en direction des musulmans, c'est ce qu'il a cru avoir trouvé. Or, on a vu le colloque qui voulait réunir là, pour cette feuille de route pour traduire le Coran. C'est l'imam du vendredi qui massacre le français tous les vendredis. Il n'est pas le mieux placé pour traduire le Coran. Et puis,
il a ajouté en disant « Je vais avoir une traduction qui tienne compte des exigences des laïcards, des assimilationnistes. » Ça va être compliqué. Hein. Oui, On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Non, moi je lui ai dit, si c'est pour tenir compte de l'actualité, il n'a qu'à imposer aux imams la traduction d'André Chouraki, maire adjoint de Jérusalem, qui croit avoir trouvé à la Sourate 17 une invitation de tout l'islam à reconnaître l'État d'Israël. Ah oui? Oui. Je ne suis pas au courant de cette histoire. Ah ben non, c'est sorti en même temps que la traduction de Berk. Au début de la guerre contre Bagdad en 91. Et lui, il se sentait un peu léger, il voulait débattre avec Berk. Et Berk a refusé. J'ai demandé à Berk, je lui ai dit, vous êtes toujours pour le dialogue? Il m'a dit, pas avec ce monsieur. Incroyable. Il m'a dit, moi j'ai passé 25 ans à traduire le Coran et... C'est un travail sérieux, c'est pas n'importe qui peut se lancer et annoncer... Oui, oui. Non, c'est ridicule ce projet de traduire. Le staff de la mosquée de Paris est fâché avec la vie de l'esprit. Ils font venir l'association, l'Académie des sciences d'outre-mer, des retraités qui aiment bien le thé à la menthe, les mauvais couscous de la mosquée. Ils aiment bien le cadre un peu exotique. Mais ce sont des gens qui reconnaissent avoir négligé, alors qu'ils ont passé 40 ans à l'université, d'étudier l'islam en France. C'est ennuyeux pour des représentants de l'islam en France. Oui, moi, non, parce que le recteur actuel, il a fait appel à eux pour l'anniversaire, le centenaire, où on a dit la dernière fois qu'il s'est trompé de date. Ouais, c'est incroyable ça aussi. Oui. Donc on ne va pas... Ouais. Tazout, c'est sérieux, on ne va pas parler de gens comme ça. Il faudrait qu'on fasse une émission, ou plusieurs, sur l'histoire de la mosquée de Paris, plutôt, pour savoir quelle était... comment elle a commencé, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Et puis, comment... Enfin, je ne vais pas polémiquer, mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'elle est on devenue? peut donner le résultat dès maintenant, c'est une mosquée coloniale. C'est un vestige de la politique coloniale, qui prend parce qu'il y a politique indigène et politique musulmane. Le Châtelier qui était au Collège de France, il dit qu'il ne faut pas confondre les deux. Nous avons nos colonies qui sont justiciables d'une politique indigène, mais le Yémen, l'Afghanistan, c'est des États indépendants. Il faut avoir une politique musulmane avec. Or, la mosquée a été créée dans un contexte très spécifique. Récemment, il y avait une vidéo sur le bey de Tunis, Nasser. 1922, c'est le début des travaux pour la mosquée de Paris. Il a reçu la visite du président Mitterrand. Or, on l'a soupçonné de faire alliance avec le parti nationaliste, on l'a menacé. Oui. Donc c'était une période de répression. Et ensuite, la mosquée, on ne va pas anticiper sur l'émission, mais à partir du moment où on l'a ouverte, Messali Hadj a appelé ça une mosquée réclame. Mosquée réclame, d'accord. Messali Hadj a réuni 2000 travailleurs dans la Bourse du Travail, là, dans le 10e arrondissement. Ils ont signé une pétition. Ils ont dit l'islam, les dignes représentants de l'islam, c'est l'émir Abdelkrim, c'est l'émir Khaled, et il a cité un troisième. Alors, l'émir Khaled était expulsé en Orient, l'émir Abdelkrim enfermé à la Réunion, et on l'a fait inaugurer par des gens qui sont décolonisés, le roi du Maroc à l'époque. Or, le bey Nasser avait des velléités d'alliance avec le Destour, le premier parti repris par Bourguiba, et il a été menacé. On lui a envoyé la troupe à l'entrée du palais. Donc au moment où la France réprimait dans les pays musulmans, on a fait la mosquée réclame, comme l'a appelé Messali. Et à chaque fois qu'il y avait une revendication, parce que la revendication des Algériens à l'époque, c'est l'éligibilité. Ils étaient admis à voter, ils ne pouvaient pas se présenter à la députation. Incroyable. Et à chaque fois, quand
il revenait pour réclamer l'éligibilité, il dit « On vous a donné une mosquée à Paris, qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Ça a servi de prétexte pendant 25 Incroyable. ans. Oui. Non. En tout cas, il faudra En tout cas, c'est un beau bâtiment qui mérite des gens plus compétents que les actuels. C'est très bien pour conclure. En tout cas, je vous remercie, M. Sadek Salam. On continuera, Inch'Allah, je pense, à aussi étudier d'autres intellectuels musulmans qui pourraient profiter déjà. Il y en a par dizaines. Hein. Il y en a par dizaines. Les amis, c'est l'occasion. N'oubliez pas de vous abonner. Hélas, n'est pas seul à être victime de l'oubli. Hein. Ah, oui, c'est peut-être le moment celui qui mérite le moins d'être oublié, vu sa qualité. Sa qualité. Ok, je vous remercie les amis en tout cas d'avoir suivi. Au plaisir, on se revoit Inch'Allah vendredi déjà. Et puis avec Monsieur Saddam, Inch'Allah, on organisera d'autres conférences comme celle-ci. Salam alaikum. Et merci en tout cas pour les commentaires. Très très bon live. Ça fait plaisir, Woodland. Ça me fait très plaisir. Inch'Allah, je réinviterai ce spécialiste de l'islam contemporain pour qu'on puisse profiter pleinement de son savoir. Et riche et pertinent. Merci. Barakallahu fikum. En tout cas, merci les amis. Je coupe le live ici. Hop, hop, hop. Encore merci. Ouais, super. Merci pour ce live. Assalamu alaikum. Regardez, super live. Tout le monde est très content. Vous avez réussi à faire plaisir à tout le monde. Merci, regardez. Merci, Monsieur Salam. Je vous remercie en tout cas, les amis. Merci pour tous vos messages. Ça nous fait plaisir. Allez, salam alaikum. Et restez branchés, Inch'Allah. Allez, salam.